Merci encore à nos quatre intervenants qui ont délivré une partition, alors plus ou moins égale en termes de timing, bien sûr, mais qui n'en était pas moins sous le signe de la polyphonie et pas de la cacophonie. Reste à voir si le débat sera du même niveau, mais je ne doute pas un instant que c'est du haut vol qui nous attend. Comme de coutume, je laisse d'abord, si vous le souhaitez, à nos intervenants la primeur d'une intervention, d'une réaction, d'une précision, d'un ajustement assez bref pour que chacun ensuite puisse alimenter la discussion. Mais là, c'est à vous de me dire si d'ores et déjà vous souhaitez ajouter ou proposer une réponse à ce qui a été dit. Si, moi, je voulais peut-être rebondir justement sur la dernière contribution et faire le lien aussi avec les premières. Non pas pour casser encore du sucre sur le dos de la Cour européenne, mais c'est Et vrai si. que la visibilité, sur la visibilité du site du Conseil de l'Europe, on va sur le site de la Cour européenne et bon, ben, on lit que, eh bien, le confinement oblige, l'activité de la Cour est ralentie, etc. Et c'est vrai que sur le fond, on voit rien. Et parallèlement, on a une observation sur le site de la Charte sociale européenne, une observation interprétative du Comité européen des droits sociaux sur le droit à la protection de la santé en temps de pandémie, qui date d'avril 2020. Effectivement, le comité pour la prévention de la torture qui sort un guide pratique et des bonnes pratiques à suivre pour les personnes, les détenus en temps de coronavirus. La Convention d'Istanbul sur les violences domestiques, les violences faites aux femmes en temps de confinement, etc. Donc, on a vraiment l'impression, effectivement, que c'est un peu la grande absente. Et voilà, ça a permis de voir que le Conseil de l'Europe est là. Et même si ce ne sont que des bonnes pratiques, des guides, des observations, il me semble qu'elles ont été reprises. Je pense que les associations, les ONG, en interne, se sont saisis de ces thématiques et se sentaient d'autant plus d'attaque pour faire remonter ces thématiques à l'international, en interne, pardon. Je trouve que vraiment que c'est peut-être le rôle de cette soft law et de ce travail de coopération au niveau européen. Merci pour ces premiers éléments, Carole. Est-ce que d'ailleurs, à ce propos, Mathieu, tu as quand même le droit, évidemment, même si tu as excédé ton temps, d'ajuster si tu le souhaites, hein, tu veux ajouter quelque chose? Non, je trouve très intéressant ce que Carole vient d'évoquer. À vrai dire, j'avais moi-même aussi listé un peu ce qui s'était fait par ailleurs du côté de nos collègues des différents mécanismes de suivi. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que non seulement la société civile, évidemment, les ONG s'en sont emparés, mais les parlementaires nationaux aussi. Et ça, c'est un élément aussi très important, c'est-à-dire que les recommandations qui sont formulées par la Commission aux droits de l'homme comme par d'autres viennent ensuite alimenter le débat, et notamment les débats parlementaires sur les législations de type état d'urgence sanitaire, mais pas seulement. Ça, je pense que c'est très important parce que ça donne aussi du grain à moudre à ceux qui veulent faire entendre une autre petite musique, et notamment dans le cadre des auditions des structures nationales des droits de l'homme, les commissions nationales des droits de l'homme, les ombudsman, les défenseurs des droits, etc. Ils ont ce rôle au niveau interne, mais on le voit dans le contexte de cette crise sanitaire, comme on a pu le voir dans le contexte de la lutte antiterroriste. Il y a un effet de sidération, il y a une forme de diktat de l'Union nationale, d'une certaine façon, qui conduit non seulement les autorités exécutives, mais aussi parfois une partie de la sphère médiatique à banaliser ces discours qui font entendre justement des préoccupations de droits de l'homme. Et donc, c'est important qu'il y ait au niveau européen des institutions, que ce soit la Commission aux droits de l'homme ou d'autres mécanismes, qui soient là aussi pour se joindre à ces voix qui sont insuffisamment écoutées sans doute. Et donc, il y a une sorte d'enrichissement mutuel. Hein. Évidemment, nous, au Conseil de l'Europe, surtout dans un contexte dans lequel on ne peut plus aller sur le terrain, c'est très important pour une institution comme la Commission aux droits de l'homme de pouvoir aller sur le terrain. En ce moment, temporairement, on ne peut plus le faire, mais on a des relais sur place, donc on est nourri évidemment par vos travaux, par les travaux
des ONG, par les travaux des structures nationales des droits de l'homme. Et de notre côté, on apporte aussi une analyse dont chacun peut s'emparer aux différents niveaux. Et ça, c'est aussi quelque chose de tout à fait important à mon sens. J'aurais peut-être une question à Yannick, notamment sur le débat sur l'article 15. Bien En sûr. fait, j'ai toujours pas compris l'intérêt de ce débat. J'ai vu, c'est tout de même les Costa, Sudre, etc., qui rentrent dans ce débat tous. Et en fait, je vois vraiment pas l'intérêt parce que la Cour européenne des droits de l'homme, dans cette période-là, elle ne sert pas à grand-chose. On l'a vu en 2015-2017, où en fait, il n'y a eu rien, hein, rien de la Cour. Il n'y a toujours aucune décision sur cette période d'état d'urgence. Alors peut-être qu'il y a 2-3 mesures provisoires sur 10 mineurs isolés, pour l'instant. Mais tout le reste, même le Conseil constitutionnel, il fait mieux que la Cour européenne des droits de l'homme. Donc savoir si on déroge, on suspend, etc., ça me paraît un débat hors sol, en fait. Vraiment hors sol. D'abord, pour te répondre sur les effets des précédents états d'urgence, la Cour, elle est liée aussi aux affaires qui remontent devant elle. Donc, il y a l'épuisement des voies de recours internes qui fait qu'avant qu'une affaire remonte, et puis le taux d'irrecevabilité qui est considérable, parfois pour des raisons de forme qui sont difficiles à admettre pour les requérants. Donc, c'est difficile de faire produire un arrêt à la Cour européenne des droits de l'homme. Les effets différents entre restrictions et dérogations, ils sont considérables. C'est l'affaire Hassan. Dans l'affaire Hassan contre le Royaume-Uni, le Royaume-Uni essaye d'échapper au contrôle, le fameux triptyque, qui est l'égalité, but légitime de l'ingérence et nécessité, en disant non, vous allez regarder la légitimité de l'état d'urgence. Et si l'état d'urgence est légitime, ça couvre tout. Donc c'est considérable. Le fait d'avoir le bouclier de l'article 15 pour un État, c'est un outil qui est considérable. C'est quelque chose de très favorable à l'État. C'est un droit très protecteur de l'État quand il fonctionne et les conditions d'activation sont strictement encadrées. Et dans l'arrêt Hassan, justement, ce qui s'était passé, c'est que le Royaume-Uni n'avait pas fait de déclaration au titre de l'article 15 et finalement a dit oui, mais nous, c'était l'état d'urgence. Donc, en plus, pour une question de conflit international. Et de conflit armé, pardon. Et là, la Cour, et c'est très clair dans l'arrêt Hassan, dit non, vous ne pouvez pas exciper de l'article 15. Donc, il y a un vrai enjeu pour les États que cet article 15 fonctionne. Parce que la jurisprudence, c'est les affaires irlandaises dont j'ai parlé. Selon qu'il fonctionne, selon qu'il est activé ou non, on va avoir des solutions radicalement différentes, soit en faveur du requérant, soit en faveur de l'État. Je suis bien d'accord, j'ai bien compris l'intérêt, mais c'est a posteriori en fait. Forcément, il y a eu des saisines de la Cour européenne des droits de l'homme en 2015-2017. Je connais plusieurs avocats qui ont saisi la Cour. Soit ça ne passe pas le tri, et on sait que vraiment la Cour actuellement, elle trie énormément les requêtes. Soit même si ça passe le tri, il faut 2, 3, 4, 5 ans pour que la Cour rende une décision. Je suis d'accord avec toi là-dessus et je souscris, sauf qu'il y a un deuxième intérêt à la Convention. Et c'est peut-être même pas le deuxième intérêt, c'est le premier intérêt. L'intérêt de la Convention, ce n'est pas finalement ce qu'en fait la Cour européenne des droits de l'homme, c'est ce qu'en font les juges internes. Et en termes de signal, être dans la dérogation, quand on regarde déjà ce que le Conseil d'État s'autorise à faire en ce moment, imaginons le signal que ça envoie. Mais le Conseil d'État a jugé comme tu sais, le Conseil d'État a jugé dans plusieurs ordonnances que le fait d'avoir un renouvellement automatique des détentions provisoires ne sont pas contraires. Je sais. Et alors j'espère qu'il y aura des affaires qui vont remonter là-dessus sur Strasbourg. J'ai même entendu que c'était déjà dans les tuyaux. J'espère vraiment que des affaires vont remonter. Je ne veux pas faire de jurisprudence fiction parce que j'ai tendance à me tromper, mais je ne vois pas comment cette ordonnance réussirait à avoir un brevet de conventionnalité.
Je ne sais pas comment c'est possible. Et d'où ce que j'ai expliqué, finalement, la position intéressante de la France et du gouvernement. Il y a eu un vrai débat qui a été très conflictuel au sein du gouvernement là-dessus. Et je trouve que la position qui a été adoptée de dire on fera face à notre responsabilité en matière de liberté devant la Cour est plutôt intéressante, surtout en cette période, on ne va pas se le cacher, liberticide. Alors Yannick, je vois que ton intervention suscite un débat viral puisque de Grenoble à Angers, nous revenons sur Paris. C'est Anne qui m'a fait signe qu'elle voulait intervenir. Je t'en prie, Anne. Oui, moi, je voudrais juste dire un petit mot parce que dans la première émission du Late Leo Show, j'avais dit quelques mots sur l'article 15 et moi, je m'étais plutôt prononcée en faveur de cet article 15 et d'une incompréhension face à ce silence de la France sur l'article 15 parce que justement, par rapport à ce que Yannick disait, c'est vrai que entre restriction et dérogation, il faudrait préférer la restriction à la dérogation, mais quand on voit l'ampleur des dérogations aux droits fondamentaux qui ont été actées très simplement comme si c'était quelque chose de tout à fait naturel ou en tout cas de tout à fait conjoncturel et qui était parfaitement justifié par la situation de crise, c'est vrai qu'il y a quelque chose de violent dans ce décalage entre la posture de il n'y a rien à déclarer, il n'y a pas de problème, on est dans le respect de la Convention européenne et la réalité des atteintes aux droits. Enfin, il y a quelque chose d'assez choquant. Donc, finalement, l'article 15, le recours à l'article 15 aurait eu pour effet de signifier le caractère exceptionnel de la situation et aussi la volonté de la France de limiter dans le temps, parce qu'on sait que l'article 15 oblige à limiter dans le temps, oblige à rendre compte des mesures et des restrictions qui sont apportées, de la proportion dans la durée et aussi dans cette durée, parce que là, on est sur quelque chose d'illimité. Enfin, voilà, moi, c'est de ce point de vue-là que je trouve ça un petit peu embarrassant. Je propose de revenir sur le terme que tu as employé, qui est le terme la violence des mesures, auquel je souscris, mais sans difficulté. Et justement, l'article 15, c'est quoi? C'est justifier cette violence. Là, eh bien, il va falloir l'assumer. Alors, ça ne se fera pas tout de suite. Il va y avoir l'épuisement des voies de recours internes, il va y avoir forcément un certain nombre de requêtes qui vont disparaître dans l'appréciation de la recevabilité. Mais moi, j'espère que la Cour jouera son rôle, le rôle, comme Colombine l'a expliqué, le rôle de premier défenseur des droits de l'homme en Europe, des droits humains en Europe. Et si elle joue bien ce rôle, eh bien, on a tout à parier que la France se fera condamner, et ce sera tant mieux. Ce sera tant mieux. Mais l'article 15, c'est une justification de cette violence. Alors certes, on l'encadre, mais on la justifie. Là, elle est injustifiable. Et même si cette discussion va se faire à Strasbourg dans 4 ou dans 5 ans, eh bien, elle se fera quand même. Alors, merci pour ces éléments, Yannick. Je vois que les bras s'agitent, ou je l'ai lu, je ne sais plus. Mathieu ou Colombine ou Mathieu? Mathieu, vas-y d'abord, parce qu'on a déjà eu la discussion avec Yannick. Donc... Bon, je voulais juste dire une chose. Je trouve que dans ce débat, il y a à la fois beaucoup d'éléments importants pour des juristes et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Yannick à propos du signal qu'une dérogation envoie au juge. Je pense que on a déjà, on le voit très fréquemment parce qu'on a des groupes de magistrats de tous les États membres qui viennent se former un peu au mécanisme du Conseil de l'Europe et donc on les reçoit et on les rencontre et on leur parle un petit peu de ces différents mécanismes. Et on voit bien que pour beaucoup de magistrats, l'effet de la Convention en droit interne, etc., alors encore plus des autres instruments de droit non conventionnel, c'est assez vague dans leur esprit. Donc, bien sûr, envoyer un signal de dérogation, c'est un signal assez mauvais probablement. Mais je pense qu'il faut considérer l'ensemble, parce qu'au fond, ce n'est que la Convention européenne des droits de l'homme, et il y a beaucoup d'autres mécanismes qui continuent à fonctionner, qui continuent à faire leur office durant la crise.
bien sûr une recommandation de la commissaire aux droits de l'homme, ça n'est pas un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que là, on a un débat un peu centré sur la situation hexagonale, mais dans beaucoup d'États membres du Conseil de l'Europe, il y a un problème majeur qui est celui d'exécution des arrêts de la Cour. Donc, on va arriver dans un temps relativement long à des arrêts de la Cour qui vont avoir un impact, très certainement, et qui ne vaudront pas que pour l'État défendeur de ces espèces-là, mais pour un certain nombre, dans un certain nombre de cas, on aura aussi des difficultés d'exécution. Donc, si on cumule au fond, je pense qu'il faut. C'est vrai que moi, j'ai aussi un peu l'impression que c'est un débat qui a pris une ampleur un peu démesurée compte tenu de l'ensemble de la palette dont dispose le Conseil de l'Europe et de toute l'action dans sa diversité, sa complexité que peut mener le Conseil. C'est sûrement le reflet d'une incapacité de notre part à nous faire connaître, à davantage valoriser notre travail, d'une méconnaissance de tous ces mécanismes-là. Et donc, je remercie encore une fois Marc de m'avoir invité ce soir pour donner aussi un autre éclairage sur la diversité de nos activités. Mais je pense que c'est aussi sans doute une insuffisante prise en considération par les acteurs de terrain, par les avocats, par les praticiens, par les ONG, etc., de tous ces travaux-là qui peuvent aussi avoir une certaine utilité, voire j'espère une utilité certaine. Merci Mathieu. N'essaie pas de gagner du temps en me caressant dans le sens du poil, hein, ça ne marche pas. Colombine, je te laisse retrouver ta fougue et je sais que toi, tu loin de vouloir me flatter, tu es toujours prête à y aller avec l'acharnement conventionnel qui te sied. Oui, bon, on a déjà eu la discussion il y a 2 jours par téléphone avec Yannick, mais je vais redire la même chose. Je pense que, alors effectivement, ce débat a pris beaucoup de place parce que je pense qu'il y a un conflit de personnes derrière, mais on ne va pas insister là-dessus. Mais il y a autre chose aussi qui moi m'inquiète en fait dans ce choix de la grande majorité des pays de ne pas activer l'article 15. C'est un délitement des standards conventionnels par le choix de maintenir la voie des restrictions et non de la dérogation. Donc, ce qui serait resté cantonné au régime de la dérogation et ce qui aurait pu être acceptable sur le régime de la dérogation, à mon avis, vu la manière dont évolue la Cour, et on voit depuis une dizaine d'années quand même, les standards conventionnels qui ont tendance quand même clairement à chuter, sous l'évolution aussi de la situation européenne, de la sociologie des juges aussi, clairement. Donc ici, on va se retrouver face à une cour qui va devoir effectivement, dans 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, à devoir juger des affaires, juger 5-10 ans après, la manière dont nos gouvernements ont géré la crise. Et très sincèrement, j'ai très peur que sur un certain nombre de sujets qui nous paraît évidemment aujourd'hui contraires à la Convention, en fait, la conclusion soit pas si claire dans 5-10 ans. Et qu'au passage, on continue à égratigner le niveau des droits conventionnels. Voilà, donc moi, c'est là où je vois le risque majeur dans ce choix de ne pas avoir activé l'article 15. Si je peux répondre à ça, alors très rapidement, Marc, promis. Tout d'abord, je l'ai dit, le pire n'est pas certain. Et je crois qu'on ne peut pas, sans se tromper, présumer de ce que sera la jurisprudence de la Cour dans ses nuances dans 4 ou 5 ans. Alors oui, il y a un abaissement des standards. Effectivement, la sociologie des juges est inquiétante, elle a quelque chose à voir. Je vais parler d'une ligne de fracture, mais elle n'est pas imputable à l'état d'urgence. Et précisément, si on banalise ces états d'urgence, on ouvre une voie aux juges qui voudront réduire encore plus les standards, ce coup-ci au nom des dérogations. Pour l'abaissement des standards dans le cadre des restrictions, il est palpable, notamment dans un certain nombre de contentieux bien identifiés. Sauf qu'il y a déjà un contentieux en matière de santé publique. Il y a déjà des arrêts qui sont rendus, notamment il y a un arrêt Chagnon et Fournier contre France de 2010 sur la fièvre afteuse des bovins, mais qui pouvait avoir des implications sur la santé humaine. Et on a déjà de la jurisprudence sur qu'est-ce que la nécessité en matière de protection de la santé publique.
En l'occurrence, il y avait eu des mesures d'abattage. Bon, mais on a déjà de la jurisprudence. Donc, on ne pourra pas nier totalement, renverser totalement cette jurisprudence. Il y aura peut-être un abaissement des standards, mais conformément à une tendance généralisée depuis une bonne dizaine d'années. Mais moi, je refuse de prendre un pari pessimiste sur ce que sera la jurisprudence dans 4 ou 5 ans. En attendant, il y a une certitude, c'est que si on active les dérogations, les libertés conventionnelles, bon là, on n'en parlera plus. Merci beaucoup, Yannick. Alors, tu parlais de Paris. Évidemment, ça fait partie de ces mots qui résonnent beaucoup, mais beaucoup trop loin, un peu pour rebondir sur ce qu'a dit Colombine vis-à-vis de ce de ce qu'est l'office de la Cour et de ce que sont ses pouvoirs, qui ne sont pas toujours super, du coup, pour les plus pressés d'entre nous. Mais restons philosophes, hein, le Paris, c'est aussi celui de Pascal. Et gardons à l'esprit que tant qu'elle existe, en tout cas, elle a, comme la Charte sociale, comme le Conseil de l'Europe et tous ces organes, une belle représentation, j'allais dire une symbolique, on espère que ça soit que ça, mais une belle représentation à incarner pour pas qu'on soit tous en ordre dispersé dans ce puzzle qui est devenu l'Europe. L'Europe, c'est sans transition, mais avec le droit de faire une courte pause, désormais de l'intérieur qu'on va l'aborder à travers le second volet de cette émission, les amis.